Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre podcast Allez Rouen, la voix des supporters du FCR. Ce soir, on enregistre depuis les studios radio de RC2 à Maromme. Vous pouvez réagir sur le live Facebook s'il marche, hein, on a un peu galéré mais voilà. Et vous pourrez retrouver la version pimpée, éditée et montée par notre Aurel Magic National sur RC2 ce dimanche et sur toutes les plateformes de streaming. Ce soir, la nouvelle équipe est pour la première fois au grand complet. Clément de la Fédé des Culs Rouges, David FFF TV, BFM Normandie. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien. Bonsoir, ouais, tout va bien, merci. Une semaine encore, fallait pas être cardiaque pour les supporters du FCR. Une victoire au forceps, on va dire, en fin de match, mais elle fait du bien celle-ci pour tout le monde, je pense. Moi, je trouve qu'on n'a pas vu un grand match, une grande première mi-temps du moins. Et sur l'aspect technique, c'était pas non plus extraordinaire. Mais par contre, on a vu des choses plus intéressantes en deuxième mi-temps où ça allait plus vers l'avant. On a vu. C'est toujours difficile de dire la patte du coach, mais là j'ai reconnu quand même cette volonté d'aller vers l'avant, de mettre des passes verticales, de mettre des passes dans des zones où c'est plus compliqué pour les adversaires de défendre. Et du coup ça a payé, et ça a payé notamment sur la fin de match avec ce triplé de Ben Caïd qui est juste magnifique. Une soirée de dingue quoi, ça fait vraiment du bien quoi, l'ascenseur émotionnel. Elle fait du bien comptablement et puis dans les têtes, hein. Je pense que là on en avait besoin, surtout là avec la coupure. Avec la coupure de la Coupe de France, je pense que là on en avait besoin. Et puis sur le plan comptable, elle est bonne à prendre parce que derrière, mine de rien, il y a eu quand même des résultats qui, voilà, on se devait de prendre 3 points encore à domicile. En plus, encore 5000 spectateurs au stade. On prend les 3 points et ça fait grand bien à tout le monde. Le programme du soir, du coup, on accueille Fred, invité supporter. On le passera sur le grill avec le quiz habituel. On reviendra aussi sur le match du 6e tour de la Coupe de France face au Stade de Grand-Quevilly avec nos invités Cédric Mareuge et Valentin Quillan, donc respectivement président et joueur du Stade Grand-Quevilly. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Bonsoir, ça va, merci. Alors on rentrera plus en détail dans votre expérience sur ce Tour de Coupe de France. Juste là, avec un peu le recul, du coup, ça fait quoi de voir son club comme ça dans l'enceinte de Diochon avec tout ce que ça amène à côté ? C'était une belle expérience, c'était sympa. Après, émouvant parce que pour nos équipes, pour nous, pour moi qui est président depuis maintenant 3 ans, j'entame ma 4e année. Ouais, 6e tour de Coupe de France qu'on n'avait jamais fait. On avait fait 4e mais jamais 6e, quoi. Donc c'était génial. Avec un stade comme ça en plus, dans l'enceinte de Diochon, ça rajoute quelque chose en plus, quoi. C'est vrai que vous auriez pu en plus le jouer à domicile pour dire ça va être le coupe-gorge, on va les attraper. Et finalement, vous avez pris le parti de dire allez, on va offrir à nos gars l'expérience de jouer à Diochon, quoi. Oui, c'est ça. Après, on aurait pu chez nous, ça aurait été au niveau sécurité, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais oui, vivre ça à Diochon, non, il fallait le faire pour les gars, pour le staff, pour le club en lui-même, quoi. C'est Diochon, quoi. D'accord, les gars, merci beaucoup d'être présents. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Mais avant, on passe Fred sur le grill, mon Clément. Alors, quel âge as-tu ? 54 ans. Et tu es supporter du FCR depuis 81. On se connaît depuis un moment. On a vu des grands matchs, des grands matchs ensemble, notamment dans les années, on va dire 2005, 2006. Ah oui, l'époque garçon, voilà, l'époque la grande époque où on a passé des moments de joie dans les tribunes. D'abord, je pense qu'on rigolait plus qu'on regardait le match à cette époque. Est-ce que c'est une époque où David était coach ? Ah non. Non, David aussi, il a été avec nous de temps en temps. Ouais, t'étais supporter aussi. J'ai été longtemps dans le Noble, à côté de Clément. Ouais, j'étais longtemps dans le Noble. Puis c'est vrai que des fois, on passait plus de temps à papoter, à chambrer que à regarder le match, parce que tellement c'était les purs. Dans quelle tribune tu vas, mon Fred ? Ah bah le Noble, évidemment. Ton joueur préféré, toute époque confondue ? Charles Marek. Ah pardon, joueur. Non, joueur. Éric Garcin, non plus. Jean-François Beltrami. Bon attaquant, rusé et très très efficace devant le but. Je dirais qu'il a eu la réussite vers la fin de sa carrière, mais voilà, c'est, je pense, quelqu'un qui m'a marqué étant jeune adolescent. Voilà, surtout son quintuplé. Contre Nancy, c'est quelque chose qui m'a marqué, oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier match à Diochon, du coup ? Alors le 20 février 82, alors j'ai recherché, un 3-0 contre Angers, j'ai pas trouvé les buteurs. Pourtant ça doit être mis parce que notre archiviste en chef Yann Angèle qui est présent ici a dû le mettre, donc voilà. Mais enfin, je regarderai. T'as retrouvé, donc c'était une victoire 3-0 ? 3-0, oui. Voilà, donc pour un premier match à Diochon, c'est pas mal. C'est pas trop mal.
À l'extérieur. Ton premier match à l'extérieur, bien pardon, sûr. Ouais, j'anticipe. Alors c'était le 7 décembre 2003, un peu tardivement, mais un Caen FCR, un but de Fortuné, une égalisation à la 89e minute. Il a fait une sacrée carrière en plus, lui, derrière Fortuné. Fortuné, oui, il a fait une bonne. Il a fini à 36 ans, bonne carrière, 37 ans même. Il avait d'ailleurs marqué un but mythique contre le Havre aussi. Voilà, le fameux 4-0 dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Pour l'inauguration de la tribune hors la ville maintenant. Le souvenir d'un but, d'un match ou d'une saison en particulier. Mais c'est un but de Pascal Malbaud contre Bordeaux, le futur champion. Voilà, une frappe de 35 mètres, très sèche. C'est sur le site de la Fédé aussi, ça. Un peu comme Beltramini, et voilà, ces deux personnes qui nous ont quittés et qui ont été des joueurs assez marquants quand même du club. Et puis c'était l'époque où on tapait tous les gros à Diochon, on tapait Monaco, on tapait Nantes, on tapait Bordeaux. Ouais, c'est un peu la saison la plus marquante pour moi, c'est 83-84. Justement avec Lemkani, Rodon, voilà, c'était vraiment l'équipe qui a fini 14e et qui, comme tu dis, tapait tous les gros du championnat venaient se faire taper à Diochon. C'est ça. Ouais. Et des super souvenirs. Alors évidemment, j'étais pas au stade tout le temps, mais voilà, des très très bons souvenirs. Ton souhait pour la saison en cours ? Que les planètes s'alignent enfin, tant qu'on a une présidence solide, également au niveau financier. On a le soutien de la municipalité de la région, chose qu'on a rarement eue dans l'histoire du club. C'est-à-dire que voilà, à l'époque de Le Canuet et autres, il n'y avait quand même pas beaucoup de soutien. Le public qui est nombreux, enthousiaste. Pour moi, tout doit se mettre en place côté terrain pour enchaîner les bons résultats avec cette nouvelle dynamique et un nouveau coach qui vient d'arriver. Donc je pense que c'est notre période et voilà, c'est je pense la première pierre, en tout cas les 10 ans qui viennent, doivent être pour nous et on doit retrouver au moins le monde professionnel, peut-être pas la Ligue des Champions dans ces temps, j'y crois pas trop, mais au moins se stabiliser chez les professionnels et puis développer la formation, évidemment. Voilà, c'est ce que j'ai envie de voir sur les années qui me restent. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On parle de Coupe de France maintenant avec vous les gars. Donc Cédric et Valentin, juste maintenant avec le recul, comment s'est passé votre parcours avant ? C'était un peu particulier en plus. Donc le parcours Coupe de France et puis comment vous apprenez que c'est le FCR, comment vous avez vécu tout ça ? Bonsoir à tous pour commencer. Alors le parcours Coupe de France il débute à domicile le 20 août je crois, le week-end du 20 août contre Gournay. Un match pas facile pour entamer la saison après 3 semaines de préparation. Alors moi j'étais en vacances, j'étais pas présent, mais les retours que j'ai eus, c'était pas un match très très facile et il me semble qu'on gagne 1-0, donc un score très court. Mais c'est vrai qu'on s'imagine pas, c'est vrai quand on regarde que le football pro ou jusqu'en national, que dans les petites divisions ça commence très tôt, les gars sont encore en vacances, mais c'est du football amateur, tu peux pas dire on va faire une prépa de 3 semaines au mois de juillet, tu vois. Quand donc le coach il envoie le message début juillet pour dire reprise le 1er août, c'est sûr que pour des gars comme nous, c'est pas facile de se mettre dedans. Après, donc comme je vous ai dit, moi par exemple j'étais en vacances, il y en avait plus d'un qui était dans ce cas-là. Après ça c'est la préparation qui démarre le 1er août, elle est importante, elle est dure. Le coach il fait en sorte de tout mettre en place pour être prêt le 20 août et ça s'est bien passé et tant mieux pour nous. Et donc ensuite vous enchaînez combien de tours Donc là c'était le premier tour 20 août, la semaine d'après deuxième tour de Coupe de France. On enchaîne le deuxième tour avec Jeanval, l'US Jeanval à côté de Dieppe. On va gagner 5-2 là-bas je crois. Un match plutôt bon dans l'ensemble de la part de l'équipe. Là j'étais présent en retour de vacances, je jouais toujours pas mais j'étais bien présent et un match complet de la part des gars. Et pris avec sérieux, donc deuxième tour qualificatif et direction le troisième tour où là on joue FC Bel-Air, on les reçoit à domicile, donc pareil ça se passe super bien, on gagne le match et après quatrième tour, donc là voilà on rentre dans le tirage au sort avec les gros au niveau régional et puis les maillots qui rentrent en ligne de compte aussi. Donc là on tire Falaise, R2 Basse-Normandie. On va là-bas, pas facile, grosse équipe. Après, terrain plutôt agréable aussi pour nous, pour des joueurs d'R3 qui ne joueront pas là-dessus tous les week-ends. Donc plutôt intéressant. Un match sérieux de la part de l'équipe et puis on se qualifie 2-1. Ensuite, 5e tour, on reçoit Villers-Bocage.
Match contre une équipe très en place, avec un ancien professionnel dans le groupe d'ailleurs, qui n'a pas joué, qui était resté en Basse-Normandie, mais je crois que c'est de Rouen. Il a 400 matchs en Ligue 2. Rouen, ouais. Voilà, c'est ça, 400 matchs en Ligue 2, je crois à peu près. Et non, vraie équipe en face de nous. On perd sur le terrain. Malheureusement, ils ont commis une erreur. Une erreur de licence, quoi. Une erreur de licence en remplissant la feuille de match. Nous, on a un coach qui est plutôt à l'affût sur le sujet, qui l'a déjà montré dans les années précédentes, que ce soit en D1 ou même en D2 quand il avait la réserve du club. Même en district, ouais. Même en Division 2, hein, clairement. Il y a une saison, il nous fait gagner 4 matchs sur tapis vert, quoi. Donc, on en gagnait 2. C'est des points cadeaux, ça mine de rien. On en gagnait 2 sur le terrain, donc les points étaient là quand même, mais il y en a 2 qu'on perd et pour le coup, ça fait du bien. Surtout quand on joue le maintien. J'étais intrigué parce que quand j'ai vu la news, j'ai pas cru, quoi. C'est quand même loin dans les tours, comme tu dis, il y a les maillots et tout, c'est cool pour les équipes amateurs. Et du coup, là, ils se plantent sur la fiche, quoi. Ils se trompent de licence, ils mettent un joueur qui est pas qualifié. C'est quoi Nous, en tant que joueurs, on l'a appris à la fin du match. Le coach était au courant depuis le début. Il n'a rien dit aux joueurs pour laisser aussi les gars concentrés dans la partie. Et quand on apprend ça à la fin, on est un peu surpris quand même. Bon, nous, on fait pas la fête comme si on s'était qualifié parce que bon, il y a quand même la défaite sur le terrain qui nous met un peu la tête à l'envers. Et puis quand il y a la validation de tout ça, en fait, derrière, ils ont fait jouer 9 joueurs mutés. Alors que de base, je crois que le règlement, c'est 6. Oui, 5 et je crois oui, qu'ils avaient une... C'est 7. C'est 7 maintenant. Ouais. Ok, donc voilà, ils ont fait jouer quand même 2 joueurs de plus. Et puis voilà, ça a été, Merci. Ça a été positif pour nous, pour notre équipe et pour le club. Et puis c'est ça aussi qui nous a fait, qui nous a donné la chance de pouvoir rencontrer le FC Rouen, quoi. Et puis après, tirage au sort. Ouais. Et puis après, tirage au sort, là, je vais laisser un peu le président raconter. Parce que là, président, après, il y a la joie, et je suppose que là, après, on se dit, oh là là, il va y avoir des coups de fil à passer, il va y avoir de l'orga, quoi. Quand on était à Bois-Guillaume au Crédit Agricole, quand on a, avec Christophe, mon équipementier, la personne membre du bureau, oui, c'est sûr que quand quand le tirage a eu lieu, on était super heureux, mais derrière, on se penche déjà sur le match et à se dire, est-ce qu'on joue à domicile, est-ce qu'on joue chez eux ? Moi, dans ma tête, c'était plus jouer chez eux pour, comme j'ai pu le dire juste avant, jouer à Diochon, c'est quand même quelque chose, donc voilà. Mais beaucoup d'organisation, mais finalement, au départ, mais ensuite, non, puisqu'on a on a voulu jouer, inverser le match. Donc là, après, c'était plus à Rouen de gérer le reste, en fait. Mais c'était quoi la position du coach par rapport à ça ? Parce que là, l'aspect administratif, je comprends, hein, ça doit être un casse-tête, c'est pas possible, recevoir les supporters, normalement, ça devait être compliqué. Mais le coach, lui, il voulait quoi par rapport à l'aspect sportif ? Parce qu'en fait, peu importe l'équipe que tu reçois, tu as quand même 1% ou 2% de pouvoir passer. Donc, est-ce que lui, il était sur cette lignée-là ? Oui, mais de toute façon, il y avait 99% des personnes qui voulaient qu'on joue à Diochon. Donc Karim, je me suis concerté avec Karim et avec l'ensemble des joueurs. Karim a fait aussi sa part de son côté, moi la mienne du côté du bureau, de la direction. Et donc on était tous sur les mêmes longueurs d'onde à se dire on va faire une belle fête et que ce soit un match populaire et c'est ce qu'il y a eu et on était très heureux, quoi. Pour répondre à ta question un petit peu, David, je pense que Karim, il s'est mis un peu à la place des joueurs aussi. Il était joueur il n'y a pas encore si longtemps que ça, et puis il s'est dit quoi, c'est l'opportunité pour les gars d'aller vivre un vrai moment. Faut savoir que nous, dans notre équipe, à part peut-être cette année vraiment 4-5 joueurs qui jouent au plus haut niveau régional ou qui ont déjà joué récemment au plus haut niveau régional, le reste, c'est des joueurs de district ou R3. Clairement, ça fait 10 ans qu'on était en R3 par la descente de l'année dernière. Hein. Ouais, donc aucune possibilité pour venir jouer à Diochon. Mais il fallait la prendre, hein. Il fallait la saisir. C'est comme l'an dernier, on avait reçu les gars de Barentin, hein. C'était un peu le même principe, sauf qu'eux avaient organisé tout. Et c'est vrai qu'on avait eu, moi je l'ai dit une fois de temps en temps, hein, le président, et c'est vrai que c'était une organisation de folie, hein, parce que en très peu de temps en plus, parce que entre le tirage au sort et puis le match en lui-même, c'est une semaine, c'est 15 jours à peine, hein, une dizaine de jours, hein, pour mettre tout en place. Et c'est vrai que pour un club amateur, c'est lourd, très très compliqué. Ouais. Moi personnellement, je voulais aussi que mes bénévoles et l'ensemble du club puissent regarder le match et en profitent, parce que aussi, ouais. Moi j'ai parlé avec Laurent, justement le président de Barentin, mais le but c'était que aussi eux prennent plaisir à nous regarder l'équipe, parce qu'ils travaillent toute l'année, depuis 4 ans avec moi, et ils bossent énormément et je les remercie encore, et là aujourd'hui plus que jamais, mais je voulais qu'ils profitent.
Je voulais vraiment qu'ils profitent pleinement de ce moment en fait. Ouais, puis c'est aussi ça la Coupe de France, c'est mettre en lumière le club dans son ensemble. Que les joueurs puissent fouler Diochon, c'est top, hein. Mais c'est pour tout le monde, pour les gamins, pour les parents qui sont là à longueur d'année, etc. C'est aussi le moment pour rassembler tout le monde et faire une fête. Et là, à Diochon, c'est vrai que ça peut être sympathique, effectivement. C'est exactement ça. Et comme on a vu avec nos petits jeunes qui ont fait le main dans la main ou les ramasseurs de balles, voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'il y a des enfants du club qui sont heureux. Ouais, c'est des moments qui resteront gravés pour eux aussi. Il y a eu les joueurs heureux sur Diochon, il y a eu les enfants présents sur Diochon aussi heureux, et puis les spectateurs qui étaient dans les tribunes. Clairement. Voilà, on a pris cher entre guillemets sur le terrain. C'était compliqué. Mais il y a eu le petit but en fin de match qui a mis des émotions à l'ensemble de nos supporters. Parce que c'est toi le buteur. Ouais. C'est toi le buteur. Le coup, ouais. T'as été salué par tout le stade au final, même les supporters du FCR qui étaient là. Hein. Ouais, pour le coup, je m'y attendais pas trop. Donc sur le but au début, j'avais prévu. Je m'étais dit putain, si je marque sur Diochon, je vais aller faire une célébration comme les plus grands, tout ça. Et puis sur le coup, je prends le poteau dans le bas du dos, bien KO. Et c'est un joueur à moi, Anthony Auguste, là, celui qui fait la passe décisive, qui vient auprès de moi et qui me dit Kiki, parce que c'est mon surnom. C'est pas dans 5 minutes, là, c'est tout de suite. Les gars, ils sont derrière toi, ils t'attendent, faut que tu te lèves, quoi, faut que tu ailles célébrer, quoi. Donc difficilement, je me relève, je vais célébrer un peu. Et puis à la fin du match, là, ce que le Noble a fait, c'était juste énormissime. Et puis des souvenirs en vidéo qui resteront à jamais, quoi. Pour toi, les émotions, c'est quand même un truc de fou, non? C'est incroyable parce que depuis 4-5 ans, là, j'enchaîne petites blessures, je joue, petites blessures. L'année dernière, il y avait une grosse suspension, là. Qui m'a fait éloigner des terrains pendant un petit moment et tout. Donc là, c'était juste incroyable, quoi. En plus, j'ai eu 30 minutes de jeu quand même, ce qui n'est pas anodin. Bon, même si le score était déjà fait et tout, le coach, il fallait qu'il fasse plaisir à tout le monde. Mais 30 minutes sur Diochon face à une équipe de National 1, c'est quand même quelque chose. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'occasion du but, mais c'est 30 secondes, je crois, d'action. Ça part de notre gardien. Il y a 2 appuis remises, profondeur, 1, 2, 3 avec le dernier, et puis qui va chercher le centre. Centre au deuxième poteau. Voilà, c'est une belle action qui montre aussi qu'on bosse aussi aux entraînements. C'est des choses qu'on met en place, hein, travailler sur les côtés, tout ça. Avec de l'appui remise dans l'intérieur et aller chercher sur les côtés. Donc c'est cool aussi, même pour le coach, d'avoir mis un but face à une N1 de la sorte. Et puis Diochon, c'est grand en plus. Hein. C'est ça. Ouais, le terrain, il est large. Hein on a surtout cru qu'on avait gagné en fait. C'est ça. Non mais c'est vrai, la célébration elle est dingue. Et puis c'est pour ça je te dis, je voulais t'avoir dans l'émission ce soir. Parce que t'as fait fermer la bouche à pas mal de gens. Parce que quand tu rentres, il y en a plein qui commencent à dire: ah mais c'est un rugbyman celui-là, avec ta carrure, ouais. tu vois. Ouais, bah je félicite pas trop la Ligue ou la FFF là pour les maillots T'es emmerdé là. Mais bon, faut dire aussi que les sportifs, c'est quand même ils ont des corps d'athlètes, hein. C'est moi qui est plutôt atypique. Après, j'ai l'habitude quand je rentre sur les terrains, que ce soit avec la R3 ou la D2, chaque année, j'entends des petites remarques en début de match et puis à la fin du match, on vient me voir, mais putain, le 13, t'es pas mal en fait. Mais ouais. Moi j'ai joué au foot longtemps aussi et moi ça a été ça toute ma carrière, enfin ma carrière de D4 de district. Ouais, on a tous une petite carrière. Ma carrière de D4 à Caumont, d'ailleurs je salue mes copains du FC J'en Caumont. connais beaucoup à Caumont aussi. Donc voilà, et de te voir fermer la bouche à tout le monde, j'ai eu limite les larmes aux yeux. Je me suis dit, tu vois, et c'est pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Même moi quand je suis devant le Noble, là, j'entends le 13, j'ai le poil il s'érisse. C'est incroyable quoi. Après il y a le photographe qui me demande une photo là quand je suis. C'est juste ouf là ce qui s'est passé. Comme on disait, c'est la fête du football quoi. Et c'est ce qu'on voulait. Je pense que ça a été réussi quand même. En fait, pour le maillot, je vais dire réellement ce que c'était. En fait, c'était un croc-top. Il a remis une couche. Non, il sait bien qu'on déconne et voilà, il sait le potentiel qu'il a et voilà, et c'est vrai qu'il fait fermer des bouches, si c'est pas vulgaire ce que je vais dire, mais voilà, quand on se fait moquer de soi et puis que derrière on répond sur le terrain et derrière bah voilà, ça donne ce que ça donne avec le but qu'il met, mais voilà, c'est juste magnifique. Ouais, puis il faut être sur le terrain aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut être sur le terrain. C'est ça, parce que se moquer en tribune, Bah oui, c'est simple. C'est exactement voilà, ce que j'allais dire. Ouais. Moi, des Merci, fois, Clément. là, rien que sur le match de vendredi. Et je vais revenir un peu dessus, mais les sifflets pour Diarra, je suis désolé. C'est honteux. Moi, je suis Moi, désolé. je suis honteux, d'accord. ouais. Et on reviendra là-dessus. Ouais. Mais rien que même, c'est un joueur de notre équipe, hein. Qu'on siffle les adversaires, bon, voilà, limite, mais on siffle pas nos joueurs. Enfin, à un moment donné, il faut être juste un peu logique. Et des fois, il y a des gens, moi, dans la tribune, des fois, Ah, ça, c'est le supporterisme, ça. C'est tellement facile d'être assis le cul sur son siège et d'insulter ou de se moquer des gens qui sont en train de
de jouer, de prendre ses responsabilités. Enfin, c'est vrai, moi je trouve ça un petit peu débile, mais bon, maintenant, malheureusement c'est comme ça. Et encore félicitations à toi et félicitations à vous pour tout votre parcours, parce que vraiment, il n'y a que la magie de la Coupe de France, il n'y a que cette compétition qui fait vivre ce genre de choses. Exactement. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Un tout petit peu. Ouais, quand même. On a vécu des choses incroyables à Diochon, mais je pense que David, effectivement, grâce aussi à la Coupe de France, Oui, totalement. a vécu quelque chose Clairement. d'incroyable. En championnat, du coup, qu'est-ce que ça donne pour vous? On a perdu 2-1 face à une belle équipe de Darnétal ce week-end d'ailleurs, avec un ancien QRM. Stan Oliveira au milieu et puis Kokyo aussi, qui fait partie aussi. Donc non, belle équipe de Darnétal, même si je pense qu'on n'a pas été à notre niveau ce week-end. Mais en sortie de Coupe de France, on gagne 3-1 à Côte-Bec le samedi soir, le samedi d'après, donc c'est pas mal. Après, on a un match en retard encore, mais le chemin va être long. C'est quoi les ambitions pour le club? Quand j'avais discuté avec Karim, avec notre responsable des seniors, c'est le maintien pour la R3 puisqu'on vient juste de remonter et la montée pour la B. D'accord. Donc on est dans nos objectifs, on est bien. Après on va pas se cacher, si on peut essayer de monter, on va le faire. On va pas se cacher. Après si je peux me permettre une nouvelle, même s'il y en a beaucoup qui le savent parmi nous au club, on vient de recruter un ancien nouveau joueur en fait. Là depuis aujourd'hui là, qui vient de Villers-Houlgat, qui était dans le groupe de la N2. Donc je crois savoir qui c'est. Je peux lui donner un nom? Vas-y. Erwan Diargo? Exactement. Mais non. Ouais. Erwan a signé chez nous. Signé chez nous là. Ça c'est une vraie recrue par contre. Ouais, il était déjà chez nous il y a quelques années. Il a été au GQFC. T'as dû le connaître au. Je l'ai croisé. Oui, croisé jusqu'au GQFC. Je l'arrivée et partait à Wassel. Exactement. Donc il a fait GQFC, Wassel, FC Tourangeau là. Ouest Tourangeau et ensuite il a fini là. Ça se passait mal à Villers, j'en ai entendu parler, je l'ai eu quelques fois. Ouais, et puis des blessures et puis peut-être un petit peu lassé aussi et surtout les blessures, puis il veut retrouver un peu les copains et le football, le vrai football quoi, le football populaire, le football il veut se faire plaisir avec les copains, avec nous. J'étais très très content du recrutement et puis on avait aussi un recruteur qui est à ma droite. Il n'a pas lâché. C'est un copain, donc d'accord. Je le connais bien et je connais les difficultés qu'il a eues là en ce début de saison à Villers. Et puis professionnellement parlant, il s'est rapproché dans le coin aussi, donc j'en ai profité. C'est et une puis ça pioche. peut que être une plus-value pour notre groupe à nous, seniors, donc c'est parfait. Surtout avec les petits recrutements qu'on a fait en début d'année aussi, donc c'est intéressant. C'est cool d'en parler parce qu'au niveau régional, c'est un peu un panier de crabes pour recruter. Enfin, c'est compliqué. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de recrutement. Enfin, c'est que par des connexions. Nous, au stade, dans le groupe senior, moi j'en ai ramené pas mal, mais j'ai marché à l'affect, c'est beaucoup de copains. C'est ça. C'est des joueurs qui jouent en R2, en R1, à Sotteville, Grand-Quevilly, tout ça, et qui se plaisaient peut-être plus trop aussi où ils étaient. Donc j'ai saisi l'opportunité aussi pour les ramener chez nous. Et puis ça a ramené un gros groupe. On voit aujourd'hui chez nous, 61 licenciés en senior, 3 équipes. C'est quand même, c'est quand même pas mal pour un petite équipe de ligue, entre guillemets. Après, ce qui est compliqué dans ce football-là maintenant, moi je vais le répéter, j'aime le football populaire, mais pas le football business. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe maintenant au niveau financier, en fait, moi, ça m'écœure un petit peu, quoi. Mais même beaucoup, je dirais. Et, payer des joueurs en R3, payer des joueurs en D1, payer des joueurs en R2 ou R1, chez moi, c'est hors de question. Les gars, je leur avais dit juste avant la causerie du match de Coupe de France contre le Football Club de Rouen, comment on passe, admettons, je sais pas, on passe de tour, on gagne 6 000 euros. Les 6 000 euros, ils n'auront pas vu un centime. Il n'y a pas eu les billets de 50 distribués à la fin du match. C'est quelque chose que je leur ai dit et que je ne trouve pas logique, mais après chaque président fait ce qu'il veut. Moi j'ai ma ligne de conduite, elle est comme ça, et voilà, peu importe le niveau, ou si en R2, en R1 ou quoi, ce sera pas dans mes... C'est pas moi, quoi. À souligner quand même sur le sujet, il avait dit qu'il donnerait rien, tout ça, mais chaque joueur de l'équipe présente à Diochon, donc quand même 16 joueurs plus 6 personnes du staff, on a tous eu un package supplémentaire de celui du début de saison, spécialement Coupe de France. Et je pense que dans le package, ça valait plus que 50 euros. Le billet, il est symbolique quand on remet ça à des joueurs amateurs comme nous. Mais sur le long terme, je pense qu'il vaut mieux avoir ce qu'on a eu. Oui, on l'a fait avec notre équipementier en concertation avec Christophe. Et je pense qu'ils étaient plus heureux d'avoir le package avec ce qu'il y avait dedans, le maillot, le sous-pull, enfin le sous-maillot, pardon, le sac, etc. Et voilà. Et j'en profite vraiment parce que le football business, c'est pas mon truc. C'est pas, voilà, j'en deviens écœuré quand même d'entendre à chaque fois que des joueurs sont payés en première division, en R2, R3 et R2. Ouais. Après, chacun voit midi à sa porte, mais
moi personnellement, c'est pas le football que j'aime, quoi. David, à ton niveau, si tu as vu ça, genre de plus en plus bas, on a l'impression que dans les divisions que ça commence à tourner au business aussi. C'est là où j'allais intervenir. Je trouve que c'est paradoxal parce que il y a une moitié de joueurs qui cherchent constamment ce billet, qui cherchent constamment à pouvoir évoluer et à gagner un peu d'argent. Alors après, ça s'entend, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie du jeu. Et puis d'un autre côté, un peu à l'image d'Erwan Djergo, où je trouve qu'il y en a de plus en plus maintenant quand même, qui arrivent à se projeter dans des projets, et plutôt sur l'affect, plutôt sur les copains. Et je trouve que c'est de bonne augure aussi. Je trouve que c'est rafraîchissant, je trouve que ça fait du bien au foot. Et tant mieux, je suis content pour Erwan parce que je sais que c'est un garçon qui a galéré. Et tant mieux pour vous parce que ça sera vraiment... Autant là, des fois on peut ne pas se mouiller, autant là je me mouille, je sais que ça sera une vraie plus-value. Parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et sans faire offense à qui que ce soit, et qui a rien à faire en R3. C'est un super gamin, comme beaucoup de gamins qu'on a nous au club. Voilà, c'est des gamins, il a 25 ans. Nous, ceux qu'on a de sa génération, qui sont restés chez nous depuis je veux dire, débutants, poussins à l'époque, c'est des super bons gamins. Erwan fait partie des gamins qui ont été chez nous petits. Il est parti, il est revenu, et là, il est de nouveau à la maison. Mais c'est un super mec. Merci beaucoup, les gars, d'être passés. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, t'as pas un loto, une foire à tout à plugger pour le club. Non, non, du tout. Moi, je voudrais juste remercier toute mon équipe, le comité directeur, les bénévoles, et également tous nos partenaires, parce qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des partenaires. Je vais pas tous les citer. Et tu n'aurais pas le droit de toute façon. Oui, c'est vrai, excuse-moi, une première en radio. Oui, excuse-moi, merci. Mais oui, je remercie chaleureusement tous nos partenaires qui nous suivent et qui nous aident financièrement à réaliser tout ce qu'on réalise et à acheter beaucoup de matériel pour les jeunes du club. Ça, c'est important aussi. C'est voilà, le club, c'est pas que l'équipe première. Hein. C'est vrai que pour vous, c'est la vitrine. Mais il y a les gamins, je sais pas combien il y a de licenciés au stade de Grand-Quevilly, mais voilà, c'est. Là, on approche les 360 licenciés. Ouais, donc ça représente quand même. C'est un gros club, quoi. Non, bon petit club. Je l'ai repris. Je vous dis, j'entame ma 4e année. On était 300 à peine, je crois, 300. Là, on est 360 maintenant. On a une capacité d'accueil qui pourrait faire qu'on soit un peu plus. Mais voilà, faut des éducateurs, faut les rémunérer un petit peu, et nous au niveau des finances, on peut pas, malheureusement. Ouais, puis mieux vaut avoir peut-être un petit peu moins de monde, mais au moins faire ça dans de bonnes conditions. Qu'on puisse les accueillir pleinement et qu'on fasse pas de football de masse et qu'on en laisse beaucoup sur le carreau. Sinon, la solution, c'est de fusionner avec le GQFC. Non, je blague. C'est pas, et le président actuel, avec Aurélien, avec qui ça se passe extrêmement bien, c'est pas, non, c'est chacun chez soi, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc voilà, je vais pas dire que je ne suis pas ambitieux, mais j'ai les pieds sur terre. Mais après non, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Non, mais c'était évidemment. Non, je sais bien. Taquiner un peu parce que. Je sais bien. Oui, il y a de la place pour les deux de toute façon. Oui, il y a cette place pour les deux. Oui, ça c'est clair. Merci beaucoup les gars d'être passés. Merci à vous. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour dans Allez Rouen et on accueille au standard Sébastien Sonis d'IDB. Bonsoir, quelle est ta radio préférée ? C'est le podcast Allez Rouen. On est content de t'avoir, moi, pour ceux qui savent pas, DB, capot du COP Le Noble, pour débriefer du coup le match de Boulogne, mais il y a eu aussi, je voulais commencer par la situation en tribune. Est-ce que tu as des trucs à nous dire parce que on sait qu'il y a eu quelques... Ouais, alors c'est pas le COP Le Noble, c'est plutôt les RF qui ont été embêtés, mais est-ce que tu as entendu un peu ce qui s'est passé ? Visiblement, les Rouen-Fans ont été bloqués en barre. Mais après, on n'a pas plus d'informations que ça, hormis que oui, il y a eu un coup de force visiblement du préfet. Et donc, c'est nous, on n'était pas du tout dans cette chose-là. Maintenant, ça nous empêche pas d'être concernés parce que ça peut nous arriver aussi. Et puis voilà, donc d'être solidaires quand même avec ce qui s'est passé, parce que voilà quoi, les gars. Ils sont censés pouvoir aller au stade librement. Voilà, c'est tout ce que l'on pourra dire effectivement au niveau du groupe, quoi. Est-ce que tu penses que c'est aussi un peu pour préparer le derby contre URM ? On en parlait hors antenne avec David. On a peur qu'il y ait des tours de force qui se préparent forcément. Comment tu la vois toi, Lorga, pour le match contre QRM ? Alors Lorga contre le QRM, déjà, elle est déjà dans toutes les discussions, puisque en fait nous dès ce week-end, on a déjà des informations, des demandes qui ont été faites du club au QRM et inversement.
Donc avec notre accord, on nous a quand même posé pas mal de questions pour savoir si on était ouvert à ce genre de discussion ou pas. Enfin voilà, donc ça fait déjà partie des discussions. On sait très bien que là, dans les 2 semaines qui viennent, il va y avoir des réunions sécuritaires et organisationnelles, ça c'est obligatoire. Donc on espère tous que ça va se passer dans le meilleur des mondes possible, c'est-à-dire que l'on puisse assister au match en tant que supporter du FCR et puis que ce qui s'est passé par exemple avec le préfet, qui ne sera pas interdit, qui servira à rien, quoi. Et t'as déjà quelques infos sur comment ça va se passer au niveau de la position dans le stade, tout ça, ils t'ont déjà consulté? Est-ce que c'est déjà avancé ça ou c'est encore en délibération? C'est en délibération. On a une délibération. Là, ça va se bouger dans la semaine pour savoir quelles décisions sont prises au niveau préfectoral, au niveau métropolitain et voilà quoi. Toi, idéalement, qu'est-ce que t'aimerais? C'est simple en fait, qu'au match aller et qu'au match retour, on ait accès à notre tribune normalement. De toute façon, ils sont 500 dans leur stade. Il y a aucune raison que les supporters du FCR ne puissent pas venir au match comme un match contre Dijon ou Valenciennes. Ça ne change rien en fait. Il y aura, vu le nombre de supporters qu'ils ont en face aujourd'hui, il n'y a pas de raison de faire un coup d'éclat en disant tel supporter rouennais n'a pas le droit d'aller au stade et inversement. On voit ça souvent, 2 équipes qui partagent un stade et donc quand c'est match aller-retour, c'est l'équipe qui est visiteuse et en parkage. Mais là, on peut pas. C'est pas aussi simple, quoi. Ça va compliquer les choses. Et puis bon, faut juste là en plus on reçoit le 6 décembre, c'est nous qui recevons. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Maintenant il faut que tout soit fait dans les bonnes proportions pour qu'il n'y ait pas de bazar extérieur. Bon, après je pense que vu comme disait DB, vu le nombre de supporters adverses, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Voilà, là l'organisation est en cours, on va espérer. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on pourra assister au match déjà. Ce sera déjà une bonne partie du boulot. Dans ce sens-là, en fait, là, on reçoit. C'est le FC Rouen qui reçoit. Oui. À l'inverse, c'est un bon test. Je dirais, ce match-là est un bon test pour le match retour. Où là, justement, ce sera peut-être un peu challengé. Je pense que les problèmes seraient, pour moi, plus pour le match retour. Au niveau organisationnel, je pense que ce serait plus là, ce serait plus je vois au match pas retour. Pourquoi ils bloqueraient la tribune. Je serais complètement couillon, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui tend, c'est qu'en fait, les 2 matchs sont plus ou moins liés, en fait. Donc, on espère pouvoir accéder aux 2 matchs. Déjà, le plus facile, c'est quand même celui-là, c'est le premier. Donc, on est chez nous. En fait, il n'y a pas de raison que les supporters rouennais subissent quelque chose, une autorité dont il n'y a pas lieu, en fait. Le 6 décembre, moi, je pense pas. Que QRM n'existe pas, à la limite, comme les Stéphanois Sainté. Bon, ça peut être une option, mais il n'y a même pas d'intérêt, en fait. Aujourd'hui, ils sont tellement peu nombreux que même si on leur donne 500 ou 700 places, ils seront déjà largement assez pour venir supporter leur équipe, puisqu'il faut mettre en compte aussi que j'imagine que certains mecs qui s'affichent QRM des fois un vendredi ne le feront peut-être pas sur ce match-là. Ouais, puis même au niveau organisationnel, pour vous, en tant que groupe de supporters, c'est vrai que même pour monter un tifo, etc., c'est un peu compliqué, non? Nous, ce qui est clair, c'est que nous, on a déjà acté beaucoup de choses à niveau de ce match-là. Ça se fait pas en 2 minutes, quand vous voulez faire un coup d'éclat, en plus, je pense, sur ce match-là. C'est quand même le match de l'année en termes de tribune. C'est quand même le match où on sera le plus supervisé, le plus regardé, et puis même une question de fierté et d'honneur par rapport à ce que l'on représente. Aujourd'hui, le contexte de ce match-là fait que qu'il y a des choses à montrer, il y a des messages à passer, il y a des informations à donner. Voilà quoi. On sera présent obligatoirement pour être les garants du FC Rouen. On doit tout simplement être bon. La tribune Le Neuve, limite tout le stade doit être très bon ce jour-là pour montrer la différence qu'il y a entre un club supporté et un club tout simplement politisé, quoi. Il y a un côté vraiment très important en fait dans ce match-là en tribune. C'est le moment de démontrer quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'inédit. C'est qu'obligatoirement, ce match va être scruté par énormément de monde en fait, puisqu'il va être scruté notamment par les politiques, il va être scruté par les gens qui sont autour du FC Rouen et autour du QRM.
j'imagine que ce match-là peut être un déclencheur de beaucoup de choses aussi. Et puis c'est la première fois que les deux équipes se rencontreront au plus, on va dire, au plus haut niveau, parce qu'on s'était rencontrés en Coupe de France, mais dans des conditions, voilà, c'était le Covid, donc personne n'avait accès au stade. Et puis les fois d'avant, c'était contre la réserve de QRM, donc c'est ça. C'était un autre contexte. Et à un tel niveau, ça reste presque quelque chose qui va être regardé au niveau français, en fait. C'est ça aussi qui est incroyable. C'est que hormis, je crois qu'en Corse, quand même, l'équipe de Bastia, mais je suis même pas sûr, hormis en Corse, et puis peut-être au niveau parisien, où il y a peut-être eu 1 ou 2 matchs très proches dans à peu près le même contexte, mais le reste, on n'a jamais eu cette situation-là, en fait, deux équipes de foot de la même ville qui se retrouvent en national au 3e échelon français, quand même. Ça va être une particularité qui va aussi être scrutée au niveau français, en fait. David, tu nous avais dit que potentiellement ce serait même sur France 3 Normandie. Ah, c'est pas potentiellement, c'est sûr, ça sera diffusé sur France 3. Là, clairement, maintenant, après, la prog, je sais pas comment ça va se fonctionner, mais j'espère aussi que j'appuie les propos de DB, dans le sens où, effectivement, ce match-là, il a une saveur particulière pour tout le monde, en fait. Pas que pour les supporters d'un club ou d'un autre. Il va avoir une vitrine très particulière, notamment dans le monde du national, parce que Rouen est très scruté, Rouen est très regardé. Et puis là, il va y avoir cette confrontation face à ce club de QRM, ce club politisé, comme on dit. Et donc, effectivement, les regards vont être particuliers. Il va y avoir une atmosphère particulière, il va y avoir une saveur particulière. Et effectivement, je suis assez d'accord où ce soir-là, ça doit vraiment être une grande fête. Ça doit être magnifique et il y aura des caméras qui seront... Enfin, il y aura plus d'audience télévisuelle, ça c'est sûr et certain, puisque c'est France 3, donc ça sera plus regardé. Et c'est l'occasion de montrer que, comme vous dites, il n'y a qu'un seul club dans ce stade. Voilà, c'est une histoire de suprématie régionale. Après, il ne faut pas qu'il y ait débordement, évidemment. Ça, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est la suprématie. Voilà, c'est un peu le club du peuple contre le club politisé. C'est aussi pour boucler, on va dire, un cycle d'une dizaine d'années de merdier. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Où on a, le cycle qui bascule. Voilà, où la bascule se fait. Maintenant, il faudra qu'on ait un gros match en tribune et un très gros match sur le terrain. Je pense qu'on l'aura sur le terrain. DB, du coup, les débordements, ça te fait peur? Tu penses que c'est possible qu'il y en ait ou comment tu vois ça? Aujourd'hui, si on s'arrête qu'au QRM, leur groupe les Young Blades sont plus ou moins disparus. Si on s'arrête au contexte juste QRM, les chances de débordement sont assez minces. Maintenant, quand on l'a vu contre Grand Quevilly, on a des informations aussi qui sont un petit peu bizarres venant d'ailleurs. Il est possible qu'il y ait des contextes, qu'il y ait des ajouts extérieurs qui font que ce match-là pourrait présenter une zone dangereuse et un conflit. Maintenant, ce sera certainement plus en extérieur qu'à l'intérieur du stade. À l'intérieur du stade, à partir du moment qu'on est rentré dedans, il n'y a aucune raison, il y a ce qu'il faut, il y a les serveurs de sécurité, il y a les barrières, il y a tout ça. Donc en fait, moi je vois pas de problème à l'intérieur du stade. À l'extérieur, il faudra être vigilant, c'est toujours pareil. Ça reste un match qui va être scruté, donc avec ça reste un match qui peut attirer du monde extérieur en fait. C'est comme n'importe quel derby de France. Il y a toujours des groupes extérieurs qui viennent visiter, qui viennent voir comment ça se passe. Ça peut être des mêmes situations, donc attention à ça, quoi. Ouais, clairement, ça peut être un match à guichet fermé. Enfin, je suppose qu'on va pas être loin. Par contre, ce sera un match à guichet fermé dans 100% des cas. De toute façon, quand on voit le nombre de spectateurs qu'il y a encore vendredi soir. Aujourd'hui, de toute façon, le FCR est à 2500 personnes, en gros, d'être à guichet fermé à chaque match, en fait. J'imagine que sur un FCR QRM, sachant que tout le monde a plus ou moins coché cette date-là, que ce soit chez nous, mais aussi sur les expatriés qui viennent un petit peu par toute la France, que ce soit les supporters occasionnels qui vont essayer d'avoir un billet. Enfin, en fait, je pense que ça va être plus la chasse au billet que le doute d'être à guichet fermé, quoi. Ça, c'est écrit d'avance. En fait, le guichet fermé est obligatoire. Sur le sportif, qu'est-ce que tu as pensé du match à Boulogne, de l'arrivée de Régis Brouard, tout ça? Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus? Déjà, c'est une bonne chose qu'on ait gagné vendredi. Ça a rassuré quand même tout un nombre de supporters. Et puis, j'imagine les joueurs entre eux, j'imagine que ça a apporté un vent de fraîcheur. Et puis, quelque chose, le fait de gagner,
doit apporter quelque chose qui nous sera obligatoirement bénéfique derrière. Maintenant, on a eu 2 facteurs qui ont fait qu'on a gagné, c'est très bien. C'est d'avoir un grand Ben Caïd, tant mieux. Si on pouvait l'avoir à ce niveau-là à tous les matchs, on serait certainement beaucoup plus haut au classement. Concernant le deuxième facteur, c'est tout simplement la réussite qui nous a fui depuis le début de saison. Toutes les situations où le ballon devrait rentrer, où ça a tapé le poteau, où ça a été sifflé hors jeu, ou des choses comme ça. Sur ce match-là, on le retrouve pas, et non seulement on le retrouve pas, mais en plus, je pense qu'on bénéficie d'une réussite qui est maximum sur le deuxième but de Ben Caïd. On aurait cru le but de Cietruc il y a tellement d'années, c'est exactement la copie qu'on fait. C'est une tête qui vient de nulle part finalement. Il y a 20 ans. Je suis sûr et certain que cette tête-là, 2 semaines avant, a fini sur le montant ou elle va dans les gants d'Iérien. Enfin voilà, il y a une part de réussite qui tant mieux. Faut la garder. Qu'on la garde contre Bourg-en-Bresse. Si on pouvait gagner un deuxième match de suite, ce serait excellent pour pouvoir recevoir QRM dans les meilleures conditions possibles. Ouais, puis on en a besoin au classement, hein. Voilà, on en a besoin, et puisque sinon on serait dernier, effectivement. Ça c'est une donnée aussi. C'est que si on n'avait pas gagné ce match-là, on serait bon dernier. Alors que là, finalement, l'étau est resserré dans toutes les zones du classement. Donc en fait, on peut passer d'une place de dernier à finalement, aujourd'hui, se dire, tiens, on est quand même qu'à 7 points du troisième. Bon, voilà quoi. C'est l'eau en national, c'est vrai que ça peut monter ou dégringoler d'une semaine à l'autre, c'est incroyable. Faut faire une petite série et puis tu te replaces tout de suite. Pourquoi aujourd'hui on est capable de battre Bourg-en-Bresse et puis derrière de taper le QRM, dans 3 semaines, on sera peut-être 5e ou 6e du championnat quoi. Sur l'arrivée du coach, le départ de Maxime Dornano, qu'est-ce que tu en as pensé toi en tant que fervent supporter? Je vais parler en mon nom propre, il n'est pas question de parler au nom du groupe. En mon nom propre, moi, je trouve que le choix n'est pas celui que j'aurais fait. Moi, Régis Brouard, il a quand même un antécédent, il a quand même un passé quevillier. Il a un lien avec Mallet qui, visiblement, n'a pas été rompu loin de là. Il a surtout des propos sur sa première question lorsqu'on parle de fusion. Il a un avis tranché qui est sur quelque chose d'assez proche de la fusion quoi. Donc moi personnellement je suis pas du tout dans un esprit très très positif sur Monsieur Brouard, mais aujourd'hui c'est l'entraîneur du club. Aujourd'hui il a marqué 3 points vendredi, et moi je le supporterai comme je supporte n'importe quel joueur de l'équipe, et voilà quoi. Je reste méfiant. De toute façon, je suis pas le seul à avoir cet état d'esprit-là. On reste méfiant sur l'approche qu'il peut avoir par rapport au club d'en face dans 3 semaines, et puis voilà quoi. Et après, il y a quand même aussi l'histoire d'amour qu'il y avait avec Maxime Dornano. C'était un coach qui était quand même super apprécié quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a une certaine part de méfiance. C'est qu'en fait, sur le match de vendredi, par exemple, je suis sûr je suis presque, attention, je suis pas le mieux placé parce que je vois pas tout du match non plus, j'ai souvent le dos tourné. Maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me suis retourné, j'ai vu les mêmes situations que ce que je vois depuis 3 mois, quoi. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une part de réussite qui a fait qu'on a décroché cette victoire. Dornano aurait pu l'avoir la semaine d'avant à Dijon avec l'égalisation. Enfin voilà, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grande différence. Je me trompe peut-être, mais bon, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu quand même aussi dans certaines discussions, quoi. Merci beaucoup DB d'être passé dans l'émission. On te souhaite bon courage pour l'organisation de la réception de QRM. Merci, au plaisir. Et puis vous savez que vous êtes les bienvenus. J'en profite d'ailleurs. Est-ce que je peux en profiter de Vas-y. Vas-y. Juste pour passer un message justement pour le QRM, quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, nous on va mettre beaucoup d'investissement dans ce match-là, et on espère vraiment avoir un retour de la tribune sur cet investissement. C'est-à-dire qu'on espère vraiment que par rapport au bloc que l'on a des 400-500 aujourd'hui, le jour du QRM, des mecs comme vous soient capables d'aller un peu plus proche de nous et de participer un peu plus activement, c'est-à-dire en gros de mettre une tribune Le Neuble debout au moins jusqu'au 12. Voilà, c'est un petit peu l'objectif du QRM. On va lancer l'appel prochainement. On veut vraiment que la Le Neuble soit un moteur comme il l'a été l'année dernière en Coupe de France par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Si vous voulez venir voir le match et assis tranquillement ou avec les gamins, peut-être aller
à l'autre bout de la Lenoble ou hors la ville. Vous êtes des supporters, les gars. Justement, s'il y a un match dans l'année où vous pouvez participer beaucoup plus activement d'habitude, c'est celui-là. Accrochez-le, rapprochez-vous de nous et participez, quoi. Tous les bonhommes en mousse seront enlevés, il y aura des vrais supporters pour le match le 6 décembre. Non, mais sans être en mousse, le même n'est jamais en mousse, mais par contre, c'est important qu'il y ait beaucoup plus d'activité. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Donc les gars, maintenant je vous pose la question à vous. Donc le match contre Boulogne et l'arrivée de Régis Brouard, vos avis? Ça a donné peut-être un nouvel élan. Faut que les joueurs se montrent. Retrouver cette réussite, comme disait DB, retrouver un petit peu cette réussite qu'on avait plus. On a passé 2 saisons et demie avec Maxime Dornano exceptionnel, parce qu'on a quand même une montée des matchs de Coupe de France. Enfin, on a passé des super moments, on voyait du jeu, hein. On a vu des matchs, je l'ai dit de nombreuses fois dans le podcast, on a vu des matchs de national qui étaient bien plus intéressants à voir que certains matchs qu'on voyait à la télé, hein. Donc je le dis toujours, il y a toujours l'affect avec le FCR. Mais bon, des fois, on voit des matchs de Ligue 1 qui sont qualitativement moins bons que ce qu'on a pu voir ces dernières saisons. Bon, là, il fallait un choc psychologique. J'espère que ce sera le cas, et puis qu'on va enchaîner là, parce que c'est bien d'avoir gagné là comptablement, etc. pour le classement, pour se redonner confiance. Là, ils sont partis en stage. Il y a une semaine, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours sans match. Il faudra il y a un enchaîner. match amical quand même là, normalement. Oui, mais de matchs de compétition. Quand on ira à Bourg-en-Bresse, faudra faire un gros match et essayer de ramener 3 points pour se remettre dans le bon sens. Il y aura un match de coupe encore derrière avant de recevoir QRM qui sera aussi un match ultra important. Alors David, je veux t'entendre parce que tu es quand même celui d'entre nous qui connaît le plus Régis Brouard. Est-ce que tu as vu déjà sportivement sur le terrain une différence par rapport à l'équipe que tu voyais avec Maxime Dornano? En plus, tu commentes les matchs, donc tu as les meilleures places qui existent. Donc dis-nous ce que tu as vu. Je suis assez d'accord dans le sens où on a observé des matchs de très grande qualité avec Maxime Dornano. Après, il ne faut pas faire le parallèle avec cette année. Pour une bonne simple raison, c'est que l'année dernière, j'ai fait offense à personne, mais il avait plus de matériel. L'année dernière, il y avait Lopi, il y avait Jet Jamis, il y avait Sofiane Boussamoucha derrière. C'était différent. Et il y avait cette variété dans l'équipe du FC Rouen que tu n'as pas cette année. Ils étaient capables de changer leur phase de possession avec du jeu vertical, reprendre une phase de possession et calmer temps fort, temps faible. De toute façon, quand tu veux jouer les premiers rôles, si tu ne maîtrises pas les temps forts et les temps faibles, c'est pas la peine. Et ils le faisaient très bien, ils le faisaient à merveille. Après, tu perds des individualités. Donc maintenant, pour revenir à la question que tu me poses, moi, oui, j'ai vu quelque chose. En toute objectivité, j'ai vu ce jeu vertical que tu dois avoir en national. Et c'est bien beau la possession, c'est bien beau le beau jeu, c'est bien beau d'avoir tout le temps le ballon. Mais en national, vous reprenez les 10 derniers champions, c'est pas des équipes qui nous montrent un super football. C'est des équipes pragmatiques. C'est des équipes qui sont hyper efficaces, efficientes dans les deux zones de vérité. Vous regardez les équipes qui sont là-haut, c'est pas des équipes qui ont 85% de possession. Nancy, Concarneau, c'est 2 styles différents, mais c'est des équipes qui sont terriblement chirurgicales en fait. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, la première mi-temps, en toute honnêteté, elle n'était pas d'une grande qualité. Hein. Sincèrement, c'était du Rouen des dernières semaines. Boulogne ouvre le score, et là, moi je me suis dit, on est mal. On n'est pas bien. Le fait que Ben Caïd, on marque aussitôt. Ça rassure tout le monde. On se remet dedans aussitôt. La deuxième mi-temps, elle est pas sur l'aspect technique ou sur l'aspect tactique qui fait les changements, le coach. Elle est sur le fait de monter 5 mètres, de défendre en avançant, d'aller gratter, d'aller mettre l'adversaire dans l'inconfort. Et ça, tout de suite, ça fait une différence énorme. Et malgré tout, malgré cela, je me suis dit, tu as encore des occasions que tu ne mets pas. Ouais, c'est vrai qu'on a eu Ben Caïd, t'as Chris Letono, t'as Hichem Ferra. Ouais, entre l'heure de jeu, entre la 60 et 75e, on a eu 3-4 situations où tu dois marquer. Ça y a un trou. Hein. Sachant que derrière, un trou de 10 minutes. Hein. Sachant que pour regarder énormément de matchs de national, je sais que Boulogne, c'est chirurgical. Boulogne, ils peuvent se faire trimballer pendant 35 minutes, et à la 36e mise en occasion, ils font ficelle. Tu vois, et je me suis dit,
wow, ça sent le scénario catastrophe. Et puis derrière, comme a dit DB, il y a cette réussite, il y a ce jour en état de grâce qui fait la différence. Mais malgré tout, là où je serais un peu plus nuancé par rapport à ses propos, je trouve que quand même, le coach, il a pas sur l'aspect technique et tactique. En 4 jours, t'as pas le temps, faut pas se raconter des histoires. Non, t'as pas le temps de changer quoi que ce soit. Et lui-même l'a dit, de toute façon. Voilà, et je pense que c'est sur la volonté d'aller vers l'avant. Et déjà, tout de suite, quand tu as cette volonté d'aller vers l'avant, tu obliges l'adversaire à reculer. Et quand l'adversaire recule, tu récupères un attaquant. C'est ça. Donc, forcément, ça change la donnée des matchs. Et à être un peu plus ambitieux dans le jeu, à aller vers l'avant, tout de suite, pour preuve, le football est récompensé. Je pense que oui, on a un peu plus allongé. Moi, je trouve qu'on ronronnait trop depuis trop longtemps. Parce que tu n'avais pas les joueurs pour allonger. Ah si, tu le vois. Qui prend la profondeur ? Dis-moi. Au moins chercher la tête. Là, tu as Ben Gay qui a un très bon jeu de tête, Diarra aussi. Oui, mais d'accord, mais quand tu vas chercher la tête de ces deux joueurs, je suis d'accord avec toi. Le premier Lyon, il peut pas faire tout ça tout le temps le piston. Et puis là, aujourd'hui, ce jour-là, c'était Mbok. Mbok, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un grand match non plus. Et puis, ça fait que longtemps qu'il était titulaire. On sentait qu'il manquait de repères. C'était moins, c'était moins tranchant. C'est pas son poste non plus. Mais donc, du coup, à tout prix, quand tu es en niveau national et que tu veux exister, il faut de la variété. Si tu fais toujours la même chose, c'est facile pour les adversaires. Bien sûr. C'est facile de défendre. Surtout Rouen, les 6 premiers matchs de Rouen, moi je suis adversaire, c'est pas compliqué de battre Rouen. Tu fermes toutes les passes intérieures, tu prives Ferra, Ben Caïd de ballon au sol, c'est terminé, tu as gagné le match. On était peut-être beaucoup plus prévisible que la saison dernière. La saison dernière, c'est vrai qu'on était un peu la surprise du début de saison. Et la première saison, c'est difficile de confirmer derrière. Voilà, puis en plus, on n'a fait qu'une demi-saison vraiment, puisqu'après, Gadjemi c'est parti, Bailly est parti, etc. Donc c'est sûr que aujourd'hui, de toute manière, il faut plus comparer vraiment avec ce qu'il y a eu la saison dernière, puisqu'on pouvait pas jouer dans la même configuration. Il reste quand même un noyau dur quand même qui est là. Moi, je le culte pas quand même ça. Je pense que dans l'investissement, il y avait quand même moins que l'an dernier. Certainement, peut-être qu'il y avait un peu moins d'état d'esprit. Puis après, on va recontextualiser les choses. C'est des mecs qui ont traversé une période estivale hyper compliquée sur l'aspect psychologique. Il y en a qui ne pouvaient plus payer le loyer, qui peut-être ont eu du mal à manger. Et j'exagère pas, c'était la réalité. Depuis avril dernier, mars dernier, quoi. Et donc demande à des mecs qui pendant 6 mois sont sur le grill. Ça fait 6 mois peut-être que c'est compliqué avec la famille, les enfants, la femme. Et d'un seul coup, il y a un repreneur. Honnêtement, c'est naturel d'avoir cette soupape de dire tu te relâches, on te relâche un peu, tu fais peut-être moins d'investissement, 1 ou 2%, et c'est pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, c'est juste tu le fais parce que tu t'es relâché, parce que tu as grillé énormément d'énergie à l'intersaison, et donc tu peux pas leur en vouloir aux gars. C'est ce sas manque de préparation, cette décompression psychologique fait que tu te retrouves avec là je suis d'accord, un FCR ronronnant. Maintenant, la deuxième chose, moi je trouve aussi, j'ai toujours dit, je l'ai même dit à l'antenne, je trouve que ça manque de qualité offensive par rapport à la dernière. On avait beau critiquer Ibaï, t'avais beau critiquer Lopi, t'avais beau critiquer Djedjemis, mais les mecs ils t'apportaient quelque chose de plus que tu n'as pas cette année. C'est vrai. Et puis moi j'ai entendu, parce que je suis dans le stade tout le temps, j'entends Lopi, mais Lopi. L'année dernière, vous voulez. Ça. Un peu, bien sûr. Ouais. Alors oui, il avait peut-être de temps en temps les pieds à 10h10 et il n'arrivait pas à centrer, ou il mettait l'extérieur toujours du pied droit parce que c'est sa spécialité. Mais il rendait dingue les défenseurs adverses. C'est vrai. Tout le temps. S'il ne partait pas en D2 portugaise, il serait dans une équipe de top niveau national pour jouer la montée ou dans une équipe moyenne en Ligue 2. C'est sûr et certain. Morphotype particulier. Le gamin, il court tout le temps sans jamais baisser de régime. Il y a plein d'équipes qui le voulaient. Et nous, on avait la chance de l'avoir à nos côtés et de le voir. Alors oui, ça manquait de qualité technique par moment, je suis d'accord. Mais malgré tout, il t'a apporté des choses que tu n'as pas cette année. Il y a un point aussi, on en a parlé avec Clément pendant le match, on avait quand même une défense de fer l'an dernier. Alors je suis d'accord aussi, ça c'était une grosse perte. C'est le seul qui allait plus vite derrière. Oui, mais je trouve quand même qu'on est plus léger. Alors évidemment, il y avait aussi le petit Canet, la Mincy. La Mincy qui animait le couloir droit aussi. Voilà, on avait 2 essuie-glaces de chaque côté qui étaient vraiment très très bons. Et on avait ces joueurs qui dédoublaient. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur une saison, ça fait beaucoup. La Mincy, plus les 4. Quand même, tu vois pas, tu perds. Ça fait beaucoup, effectivement. Donc moi, ce qui me plaît, alors j'enlève rien à Dornano, ce qu'il a fait, et c'est extraordinaire, et il restera comme l'un des très très bons coachs de ces 30 dernières années.
Ce que Brouard va nous apporter, c'est du professionnalisme. Ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que la rigueur. Alors, je sais pas si Dornano était rigoureux. Ouais, c'est comme de dire que Darnano est pas rigoureux. Moi, ça m'a saoulé un peu que Brouard il arrive comme ça à dire. J'ai pas dit ça. Ouais, tu vois. De dire qu'il était pas rigoureux, mais en tout cas, lui, il va rapporter son expérience de professionnel et il va les faire monter d'un cran. À mon avis, la seule chose sur laquelle il a travaillé en priorité, c'était le mental des joueurs et de les booster pour le match de vendredi dernier. Et je pense que ça, au niveau de l'Agnac, oui, c'est un meneur d'hommes, clairement. Et puis, voilà, il va les emmener. Et puis, il sait rentrer dans ton cerveau. Il sait actionner les leviers sur lesquels tu es sensible, sur lesquels tu vas te transcender. Et le stage, c'est aussi pour ça. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais ça, là-dessus, moi, je suis assez d'accord. Moi, j'ai toujours dit, Maxime Dornano, il n'aurait pas dû être limogé. Voilà, clairement, parce que je pense que il a fait avec ce qu'il pouvait, il a fait avec ses moyens, et moi personnellement, j'étais persuadé que c'était l'homme de la situation. Maintenant que c'est fait. Oui, de toute façon. Maintenant c'est fait. Il y a eu un choix de la direction. Je pense, et c'est ce que j'ai dit aussi plusieurs fois, je pense que c'est le profil c'est le profil idoine pour le FC Rouen, parce que c'est un mec qui aime les ambiances de feu. C'est un mec qui aime la ferveur populaire. C'est un mec, il a fait Bastia, il a fait Nîmes, il a fait le Red Star. C'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes profils que le FC Rouen. Et lui, il se nourrit de ça. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Je sais que pour certains, vous n'allez pas l'apprécier. Mais ce mec-là, il ne va pas tricher. C'est un professionnel. Et on l'a vu le premier match déjà. On l'a vu 70 minutes les mains dans les poches, où il a analysé la situation. Et puis quand il a fallu exploser Joa, il l'a fait, il l'a pas fait il calcule pas ce garçon-là. Ouais, il est entier. Ce mec-là, il calcule pas, c'est un mec entier. Et là maintenant que la canette elle est décapsulée, vous allez voir que ça va être en ébullition tout le temps. Il va partir dans tous les sens et dans le bon sens du terme, et qui va accompagner ces gars. Et moi, je suis persuadé que c'est la personne. Le portrait le plus adéquat pour ce club. Il va bien se compléter avec le président. Alors par contre, ça peut partir en sucette. Parce que parce que les deux, c'est sûr que ça... les deux ils vont pas lâcher le morceau. Voilà, et puis The Volcan, quoi. Ouais, c'est ça. Donc des fois, alors ce côté histoire, on risque de l'avoir encore quelques fois, parce que je pense que des fois ça va partir un peu dans tous les sens. Là, c'est la lune de miel en tout cas. Oui, forcément. Mais à un moment donné, après, enfin moi je connais par cœur le coach, hein, je sais très bien que si à un moment donné on lui dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, il va dire bah non. Oui, de toute manière, ça reste lui le technicien, hein, c'est à lui de... qu'il a les coups des franches. Oui, mais on ne sait jamais. Mais je sais aussi que il se laissera pas faire. On peut être déçu, on peut ne pas apprécier le personnage, on peut lui reprocher son histoire à l'US Quevilly. Non. Pourtant, bah non, mais quand on écoute, mais une chose est sûre, c'est l'issue du temps, et clairement, c'est un professionnel. Il fera jamais n'importe quoi, et moi je suis persuadé qu'il peut emmener le FC Rouen et qu'il peut accompagner Monsieur Postel dans son projet, et je pense qu'avec lui à sa tête, le FC Rouen peut faire des grandes choses. Et en plus, il a refusé QRM, c'est assez savoureux quand même. Pour ces raisons-là, justement, parce que lui, mais clairement, le lendemain, il explique dans les colonnes de Paris-Normandie, il explique que le contexte à QRM, ça lui plaît pas, parce qu'il y a Rouen qui prend énormément de lumière, parce que Rouen, cette ferveur populaire, et lui, ça le gêne, parce qu'il a besoin de ça, c'est son moteur aussi, c'est son essence, c'est son carburant de vivre ces passions-là. C'est ce qu'il m'expliquait, tous les jours à Bastia, il y avait du monde tout le temps, c'était les fumigènes, c'est un contexte particulier. C'est sûr qu'entraîner dans un contexte comme QRM... et lui, il aime ça, il a besoin de ça en fait. Il a besoin de ça pour se transcender et avancer et être le meilleur possible. Bon là, je pense qu'il va être servi sur je pense aussi. Déjà sur le prochain match à domicile, je pense qu'il va être servi. Mais c'est ce qu'il attend, de toute façon, clairement. Et plus l'ambiance va être électrique, plus la ferveur va grandir, et plus il sera bon, et plus il sera meilleur pour ses joueurs en fait. Pour finir, je voulais juste qu'on parle d'Hicham Ben Kaïd, du coup. Décrié, mal aimé par beaucoup de gens dans le stade. C'est 50%, il est génial, 50%, j'en peux plus de Ben Kaïd. Il nous fait un match à Monaco l'année dernière magnifique, où il a un niveau exceptionnel. Up and down, et ensuite là je trouve qu'il fait un bon début de saison, et là il nous fait un match magnifique. Masterclass là. Donc on en pense quoi les gars? Ceux qui critiquent Ben Kaïd, c'est un peu les mêmes qui sifflent Diarra. Dire que dire de plus? Moi j'ai tout entendu sur Ben Kaïd. Ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Déjà il n'est pas très expressif sur le visage. C'est vrai que c'est quelqu'un d'introverti qui peut être pris
par de l'arrogance, pardon. Et donc du coup, c'est un personnage clivant. Maintenant, moi, je suis le premier à dire que les qualités, enfin, en même temps, quand on suit le championnat national, on le découvre pas en fait. C'est un garçon qui a partout où il est passé, qui a des qualités techniques, qui a marqué des buts, qui est hyper important pour un collectif. Maintenant, si je regarde sa saison à Rouen l'année dernière, oui, moi, je peux lui reprocher 2-3 trucs. Effectivement, il a des qualités. Par contre, pas de régularité. Il était capable à un moment donné de perdre le fil du match, de vriller et de prendre un carton. Et c'est ça où on l'attendait. C'est un peu le souci. Ouais. Voilà. Et par contre, là où je te rejoins, cette année, tu sens qu'il a travaillé sur lui-même, tu sens qu'il y a cette progression. Et là, on ne peut pas lui en vouloir. Et je pense qu'il faut le féliciter au contraire parce que je lui ai dit la dernière fois quand on en a discuté, je lui ai dit, tu as gagné en régularité et tout de suite, tu retrouves ton niveau d'il y a quelques années au niveau national. Il n'était pas mis non plus dans de bonnes conditions sur certains matchs où on a un peu trimballé aussi à droite, à gauche, et c'est pas là qu'il se sent le mieux de toute façon. Et ce système qu'avait concocté Maxime Dornano avec 2-10, enfin avec le carré Benzia, Ahmad Allé ou Abdelmoula, plus les 2-10, Hichem Ferra et Ben Caïd lui convenait ça lui allait à ravir en fait, parce que les deux aimaient venir chercher à l'intérieur, ils aimaient se retrouver entre les lignes, ils savaient parfaitement le faire, quand il fallait se projeter ils savaient le faire, et c'est vrai que ce système lui allait parfaitement. Maintenant ils ont changé de système ce week-end, c'était... Bon, j'ai pas trouvé de différence, mais ils ont joué avec 2 attaquants quand même. Oui, ils ont joué. Non, mais je trouvais que j'ai pas trouvé de différence malgré le changement de système. Sa performance, elle était toujours, c'était toujours du top niveau. Il redescend un peu quand Ferra sort, Letono rentre. Oui. Il joue en soutien des 2 attaquants après. Et puis la preuve que, pour moi, oui, c'est un super joueur. Mais là où je te rejoins aussi sur ce que tu disais, c'est, moi je trouve ça, c'est vraiment dommageable, les sifflets pour Diarra parce que. Le mec, tu sens que... Alors oui, il a un manque de réussite. La réussite lui fuit là, pardon. Mais tu sens qu'il est là pour le collectif qui court tout le temps. Et lui, il est capable de mettre ses courses vers l'avant. Alors même des fois trop. On est même d'accord. Des fois trop. Des fois, je l'ai vu là, ce match-là. Il fait pas attention sur les des fois sur les hors-jeux. C'est ça. Mais... Et puis il va proposer des courses. Il va proposer des courses côté gauche alors que c'est pas à lui de le faire. Mais il est généreux, ça va. Et le mec, attendez, on va recontextualiser quand même. Le mec, il finit co-meilleur buteur de national 15 buts. C'est pas n'importe quel Tintin du coin qui peut aller mettre 15 buts en national dans un championnat. Enfin, le championnat national quand même. On a beau dire ce qu'on veut. Il n'est pas médiatisé, il n'est pas télévisé comme on aimerait le mettre, mais c'est un championnat ultra difficile. Pour suivre tous les matchs de manière hebdomadaire, vraiment, il y a de la qualité dans ce championnat. Et quand tu finis co-meilleur buteur avec 15 buts, c'est pas anodin. Ouais, puis c'est pas anodin. En plus, il finit pas avec. Il jouait pas à Nancy ou il jouait pas. Voilà. Il jouait à Marignane. C'est quand donc même. Il a quand même tenu l'équipe à bout de bras, même si ça n'a pas suffi. Mais voilà, il faut recontextualiser et je pense qu'il faut lui apporter son soutien. Là où peut-être le coach, il a fait une petite erreur pour moi. De le sortir. Il aurait dû sortir Ben Caïd, l'acclamation. Comme ça, on noyait les mauvais flux, les mauvais signaux de Diarra. Et ça passait parce que peut-être qu'il va être affecté aussi. Et c'est pas facile parce que tu joues à Rouen quand même. À Marignane, tu passes à côté. 212 personnes, tu t'en fous. Mais là, devant 5-6 000 personnes, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est pas majoritaire. C'était vraiment injuste parce que dans son investissement physique, il fait un peu le même match qu'Abdelmoula. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement, de présence, de course... Il n'a pas ménagé sa peine. Non, c'est du don de soi, mais après, ça manque de finesse technique à un moment donné. Parce quand tu as la tête dans le guidon comme ça, tu peux pas être lucide. Mais ça va revenir. Moi, c'est des joueurs qui ont un mental d'acier. Je pense que Brouard va lui parler aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, c'est dommage cette sortie. Voilà. Et c'est vrai que quand tu passes à ça du dépôt de bilan, te dire que tu vas remplacer Ibahi par le meilleur buteur national, c'est le cas. Enfin, c'est parfait, quoi. Exactement. Tu te dis, au top. Vraiment, t'es content de le voir. Et puis, mais je pense aussi, c'est des profils atypiques. Et l'année dernière, je pense qu'à Marignane, c'est que l'animation, elle était tournée autour de lui. Ça veut dire qu'il y avait des mecs tout le temps qui lui donnaient les ballons dans les meilleures dispositions. Là, c'est pas le seul joueur entre guillemets cadre. Et il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup de prestance, qui ont beaucoup de qualité technique. Et c'est à eux aussi autour d'amener et au coach de peaufiner cette animation offensive pour pouvoir lui amener les ballons dans sa zone de prédilection. À partir du moment où c'est ce genre de profil, à partir du moment où il commence à faire des appels à gauche, des appels à droite, tu sais que c'est mort. C'est pas bon. Il a une zone, il faut lui donner un rectangle et tu dis voilà, les ballons ils vont arriver là, mets-les, point barre. Ce que j'aurais aimé moi, c'est voir aller à la place de Ferrat.
Avec sa qualité de passe, je pense qu'il aurait été très très bien en 10 comme le positionnement de Ferrat en début de match. Ça aurait été, ça, par contre, comme tu dis, il aurait pu lui donner des ballons. De meilleure disposition. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'Hicham Ferrat, il est, à mon avis, j'espère qu'il va pas payer le changement de système. C'est ce que j'allais dire. C'est un système qui va être moins bon pour lui dans son jeu. On est sur le cas de Diarra, mais Hicham Ferrat, on a de la chance de l'avoir aussi, c'est vrai. De le voir évoluer, parce que moi je vous dis, il restera pas longtemps. C'est comme Laminsi la saison dernière où on voyait très bien que t'es au-dessus, et que t'es là pour t'étoffer, t'es là pour prendre du temps de jeu. Et c'est très bien justement d'avoir aussi ces joueurs-là qui viennent pour s'étoffer, pour pouvoir aller jouer autre dessus. Puis c'est donnant-donnant. Tu portes l'équipe aussi, tu les mets dans la bonne disposition, et puis derrière, toi, t'exploses et tu vas les. Ça te permet d'avoir peut-être un contrat la saison prochaine dans une grosse équipe. Messieurs, il va falloir qu'on rende l'antenne. On remercie tout le monde, Yann et Aurel Magic qui étaient par là-bas, Fapi qui est arrivé en cours, Thomas à la technique, merci Fred d'être passé. Merci David encore une fois d'avoir rejoint l'équipe du podcast, ça fait super plaisir. Merci à vous. On avait l'habitude de t'entendre sur FF TV, maintenant j'ai les Azanis à côté de moi, ça me fait plaisir. Et Clem comme d'hab aussi. Merci beaucoup et d'avoir tenu la baraque quand j'étais pas là l'autre jour aussi. J'ai fait ce que j'ai pu. Prochain rendez-vous, ça sera le gros match contre QRM le 6 décembre prochain. Alors date à confirmer parce que nous on dit le 6 décembre mais ça peut être le 7, ça peut être on en saura plus dans les prochains jours. On essaiera de mettre en place peut-être un dispositif un peu spécial avec le podcast. Truc particulier, je pense que ça nous permettra de faire un podcast d'ampleur pour ce match qui nous tient à cœur. Merci à tous et allez Rouen. Allez Rouen.